Bonjour, je m'appelle Emmanuel Cosson, je suis professeur en diabétologie et je suis chef de service de plusieurs services en fait à Bobigny, Bondy et Sevran, c'est en Seine-Saint-Denis, juste au-dessus de Paris. Donc un travail de professeur, chef de service, il est vraiment multiple. Bien sûr, on est dans les soins, donc je fais des consultations, j'accompagne des patients pour leur santé et moi je m'occupe en particulier de diabète et de diabète de type 1. Mais la spécialité, c'est aussi l'endocrinologie et la nutrition. Donc, on peut avoir bien sûr des liens avec tout ça, avec toute l'équipe évidemment. Et puis, à part les soins, bah, il y a l'enseignement. Donc, je fais de l'enseignement aux étudiants en médecine, mais aussi au personnel, etc. Et enfin, il y a la recherche. Et notamment, je fais beaucoup de recherches dans le cadre du diabète de type 1 et je suis investigateur principal avec le professeur Jean-Pierre Yveline à la Riboisière à Paris de l'étude SFDT1 dont on parle aujourd'hui. Et le dernier point de ce que je fais, bah, c'est manager des équipes avec trois services et donc toute l'équipe médicale et paramédicale autour des soins. Donc l'étude dont je vais vous parler là, c'est une étude qu'on a publiée et qui s'est intéressée vraiment à un sujet autour du risque de faire des événements cardiaques ou autour des vaisseaux dans le diabète de type 1 et ça s'inscrit complètement dans les objectifs de la cohorte SFDT1 qui a été créée pour essayer de découvrir pourquoi certains patients qui avaient un diabète de type 1 allaient avoir des problèmes cardiaques ou cardiovasculaires et d'autres pas. Donc c'est vraiment autour de ça. Et nous, dans cette étude, on s'est intéressé au contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires, et je vais vous expliquer, et de voir s'il y avait une différence entre hommes et femmes. Peut-être qu'on s'occupe mieux des hommes que des femmes ou inversement. Et dernier point, on a voulu comparer des données de France, c'est-à-dire dans SFDT1, à des données d'Allemagne, puisqu'il y a un registre en Allemagne qui est déjà utilisé. Et on a voulu comparer la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, c'est quoi les facteurs de risque cardiovasculaire dans le diabète? On pense tout de suite, bien sûr, à l'équilibre du diabète et on a des indicateurs comme l'HbA1c ou l'hémoglobine glycosylée qu'on vous demande en consultation à chaque fois. Donc, on a regardé ça. Mais aussi, ce qui abîme les artères du cœur, les artères qui vont au cou, les artères qui vont aux jambes, c'est le surpoids. Donc, on a regardé le pourcentage de patients en surpoids, l'équilibre de la tension artérielle. Donc, on a regardé le pourcentage de patients qui avaient des tensions artérielles supérieures à 14, par exemple. Le taux de mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol, c'est le LDL cholestérol. Donc, on a regardé ceux qui avaient un mauvais cholestérol supérieur à 1,3 g par litre et éventuellement l'utilisation des médicaments pour baisser ça. Et puis, un dernier point, c'est le tabagisme. Alors, on a eu pas mal de résultats. Déjà, je vais vous parler bien sûr des résultats en France, c'est ce qui nous intéresse le plus. On a un tiers des patients qui ont été recrutés dans SFDT1 entre 2020 et 2022, c'était vraiment les premiers patients, qui atteignent une HbA1c, donc une hémoglobine glyquée, inférieure à 7%, donc ils sont bien équilibrés. C'est normal hein, qu'on atteigne ça. Voilà. Deuxième point, il y a la moitié des personnes dans la cohorte qui sont en surpoids ou en obésité. On a 80% des patients qui ont un bon équilibre tensionnel, donc c'est pas mal, mais on peut faire mieux. On a 70% qui ont un mauvais cholestérol inférieur à 1,3 g par litre. Donc on peut voir toujours hein, la façon optimiste, 70% qui sont en dessous d'un gramme 3, mais 30% qui restent au-dessus. Et 20%, ça c'est énorme, de patients qui ont un diabète de type 1 dans la cohorte et qui continuent à fumer. Donc, ça, c'était la première question. Est-ce qu'on équilibre bien les facteurs de risque? Et on voit qu'on a encore des points à gagner, par exemple sur le tabagisme, ou essayer de contrôler mieux le surpoids, ou baisser encore plus le mauvais cholestérol, etc. Et derrière, on a essayé de regarder si les résultats étaient identiques dans la cohorte entre les hommes et les femmes. Et ce qu'on a vu, c'est que globalement, bah oui, l'équilibre, il est identique chez les hommes et chez les femmes, avec chez les femmes une tendance quand même à avoir des tensions artérielles qui sont un peu plus basses. Mais globalement, la prise en charge en France du diabète de type 1 et de ses facteurs de risque est identique chez les hommes et chez les femmes. Le deuxième point, je vous ai dit, on a voulu comparer les données en Allemagne et en France, et on voit qu'en France, on fait vraiment bien, et quelquefois un peu mieux qu'en Allemagne, notamment sur un point,
Normalement, il y a une atteinte au niveau des reins, ce qui est un facteur de risque cardiovasculaire aussi, on sait que quand il y a une atteinte des reins à cause du diabète, on a plus de risques de faire des événements cardiovasculaires. On met en place des traitements protecteurs au niveau des reins. En France, on le fait mieux qu'en Allemagne, par exemple. Donc il y a des points plutôt positifs, et puis globalement, l'équilibre des facteurs de risque était à peu près identique en France et en Allemagne. Finalement, à faire cette étude, on réalise que, au niveau médical, on va dire, on peut probablement mieux aider les personnes qui vivent avec un diabète de type 1 à améliorer tous ces paramètres, tous ces facteurs de risque cardiovasculaire. Par exemple, probablement, il faut qu'on fasse plus d'efforts lors de notre consultation pour essayer d'aider les patients à arrêter de fumer. On peut aussi travailler sur mettre en place des traitements pour baisser le mauvais cholestérol, aussi pour mieux contrôler la pression artérielle, pour aider la personne qui vit avec son diabète à baisser son poids. Tout ça, c'est évidemment compliqué, hein. Souvent, on s'attache beaucoup au diabète, mais en fait, il y a tous ces points à suivre. Et par exemple, nous, dans mon équipe, hein, pour vraiment transposer les résultats à notre pratique de toujours, on en a beaucoup parlé et on voit qu'il y a une vraie dynamique, par exemple, à mettre plus de traitements pour le cholestérol ou essayer d'aider le patient à arrêter de fumer. C'est des points extrêmement importants, des fois difficiles. C'est vrai que quand on vit avec un diabète de type 1, on a déjà une gestion de beaucoup de choses. On a le diabète, la pompe à insuline éventuellement, enfin, etc., les insulines à gérer, le risque d'hypoglycémie, d'hyperglycémie. Et lorsque moi, je propose à mes patients de prendre en plus un traitement pour le cholestérol, des fois, on dit, j'ai pas trop envie encore de prendre un traitement. En plus, c'est des traitements à vie. Et ça, c'est un peu compliqué. Mais ça nous donne vraiment des arguments et ça nous pousse à travailler là-dessus et à travailler en collaboration avec nos patients. Vous voyez qu'il y a vraiment des points importants à travailler. Et donc, l'étape prochaine, c'est qu'on va travailler spécifiquement sur le mauvais cholestérol. Donc, on va faire une étude spécifique là-dessus parce que, en gros, pour que vous compreniez, lorsque vous avez déjà fait un problème cardiovasculaire, il faut mettre le mauvais cholestérol le plus bas possible. Et puis après, si on n'a jamais fait d'événement cardiovasculaire, on peut essayer de classer le risque. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même risque de faire un événement cardiovasculaire. Si le diabète, il est là depuis pas très longtemps et qu'on fume pas et qu'on n'est pas en surpoids et qu'on a une bonne tension, il n'y a pas beaucoup de risques. En revanche, si on a eu 20 ans de diabète, même si on peut avoir 30 ans et 20 ans de diabète, ça veut dire que le diabète, il a abîmé les organes depuis longtemps et qu'éventuellement, il faut commencer, enfin, il faut mettre le mauvais cholestérol le plus bas possible et commencer les traitements. Donc, on va travailler là-dessus, classer les personnes qui vivent avec un diabète de type 1 suivant leur risque cardiovasculaire, suivant leur durée de diabète, leurs antécédents, regarder leur objectif de mauvais cholestérol et est-ce qu'ils y sont et voir s'ils ont bien eu un traitement par statine dans ce cadre. Encore une fois, c'est dans un aspect motivationnel. C'est pas pour juger, hein, parce qu'après, bien sûr, s'il n'y a pas le traitement ou si le mauvais cholestérol il n'est pas à l'objectif, ça peut être dû à plein de choses, soit le médecin qui n'a pas prescrit le traitement, soit évidemment la personne qui vit avec son diabète de type 1 qui n'a pas envie d'avoir de traitement. Donc c'est vraiment mix, c'est juste aller dans un élan positif pour essayer d'éviter le plus possible que les personnes qui vivent avec un diabète de type 1 aient des problèmes cardiovasculaires dans leur vie de diabétique. Donc SFDT1, c'est vraiment une étude majeure dans le monde de la diabétologie, et notamment dans le cadre du diabète de type 1, parce qu'il y a très peu de données dans le diabète de type 1. En général, c'est le diabète de type 2 qui est pris en compte parce que c'est 85%, 90% des diabètes, et globalement, souvent, on est plus intéressé par ce qui fait plus masse. Mais finalement, on n'a pas beaucoup de données dans le diabète de type 1. SFDT1, c'est génial. Ici, on a utilisé des données assez simples, des données lors des visites et puis des prises de sang, des données de routine, mais ça apporte aussi d'autres données, des données de mesure continue en glucose, des données aussi avec la biobanque pour les participants qui peuvent être prélevés et qui ont accepté, c'est dans certains centres, on a des données de biobanque, on va pouvoir utiliser des nouveaux marqueurs. Par exemple, là, je vous ai parlé du mauvais cholestérol, mais on pourra avoir des marqueurs spécifiques autres qu'on pourrait évaluer secondairement puisque c'est des prélèvements qui sont congelés. On peut aussi utiliser des données de génétique. Et puis, on a aussi un lien avec les données de la sécurité sociale, de remboursement de la sécurité sociale, et on va pouvoir évaluer beaucoup de choses à partir de ça, d'autant que
Pour un participant à SFDT1 dans les données de sécurité sociale, on aura 3 témoins, c'est-à-dire 3 personnes de même âge, de même sexe, qui vivent dans la même région et qui n'ont pas de diabète. Donc on peut vraiment comparer leur parcours de soins, leur consommation de soins et aider aussi à améliorer les soins dans ce cadre.